Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Lorsqu'on compare une voiture électrique à une voiture thermique, on constate de nombreuses différences. Chaîne motrice, batterie et autres éléments techniques diffèrent, ce qui confère à la voiture électrique de nouveaux avantages, de nouveaux défauts, mais aussi des dangers différents. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des conséquences directes de la technologie, mais bien des différences dans l'usage et de ce que cela implique en termes de sécurité. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je voulais revenir sur 2 points rapides concernant la chaîne et son avenir. Tout d'abord, je voulais remercier tous les tipeurs de ces dernières semaines. Depuis la création de mon Tipeee, j'ai eu à cœur de remercier personnellement chaque tipeur par un message. Mais les dernières semaines, cela n'a pas été possible malheureusement. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Inside the Choucroute Garage, je vous la mets ici dans les fiches au cas où, j'ai repris un travail en parallèle de mes productions de vidéos. Et je suis actuellement en formation, ce qui me prend énormément de temps. Je profite de cette vidéo pour vous remercier et promis, j'essaierai de faire le nécessaire pour trouver le temps de le faire personnellement. Le deuxième point est l'état des abonnements. Au moment où j'écris ces lignes, vous êtes près de 95 000 abonnés sur la chaîne et je vous en remercie. Mon appel récent à vérifier si YouTube ne vous avait pas désabonné par erreur a visiblement porté ses fruits. Le nombre d'abonnements sur les dernières semaines a été plus que doublé. Et en plus, d'autres chaînes de vulgarisation m'ont fait part d'un problème similaire. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et vous remercie de votre confiance. Le cap des 100 000 est proche et j'ai bon espoir de le passer bientôt. Un grand merci encore une fois à vous tous. Et maintenant, place à notre sujet. Le 8 février dernier, un petit fait divers a fait un micro-buzz aux États-Unis. Un conducteur s'est garé sur une rampe de mise à l'eau de bateau à expérimenter une bien embêtante déconvenue. Voulant aller mettre un déchet à la poubelle, il quitte son véhicule en laissant ses 3 passagers à bord. Quelle n'a pas été sa surprise de voir l'auto se mettre en mouvement et aller se planter dans l'océan. Les passagers ont pu sortir, mais la Toyota a pris un bas. Défaillance? Problème technique? Rien de tout cela. La voiture est une Toyota BZ4X, le modèle électrique de la marque japonaise. Le conducteur a tout simplement oublié de mettre son frein à main, et la voiture a logiquement fait ce que la gravité lui imposait. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, mais cela pose une question. Comment cela a-t-il été possible? Les véhicules sont de plus en plus automatisés en effet, et les fonctions de sécurité automatique de plus en plus présentes. Si le système est bien conçu, il permet d'augmenter la sécurité. Mais s'il y a des failles dans son utilisation, cela donne l'effet inverse. Et c'est précisément ce qui s'est passé ici. Allons voir le manuel du conducteur de l'auto pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Le document présente 3 pages d'instructions sur le seul usage du frein de stationnement. Et il faut bien reconnaître que l'ensemble des commandes à effectuer est bien peu clair. Il y a fort à parier que 99% des clients ne le liront jamais, et les autres vont devoir se gratter la tête pour comprendre ce que ces textes veulent exactement dire, parce qu'en plus il s'agit de traduction, et donc les formulations ne sont pas toujours très lumineuses. J'ai pris le temps d'analyser le contenu de ce chapitre et j'ai donc pu me faire une idée de ce qui a pu se passer. En premier lieu, le système automatique aurait dû s'activer, car si le conducteur ouvre la porte, le frein de parking aurait dû agir. Deuxièmement, sitôt que le conducteur met son sélecteur de vitesse en position P, les freins doivent se serrer. En effet, un moteur électrique est toujours en prise, et il tourne librement lorsqu'il n'est pas alimenté. On ne peut pas laisser une vitesse comme sur une voiture à boîte manuelle. Mais alors, pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Voici une succession d'événements qui expliqueraient cela. Lorsque le conducteur a pris la route, il a pu désactiver manuellement le frein de parking automatique. En appuyant sur le bouton en appui long, cela désactive cette procédure. Cette opération est simple et peut largement être réalisée par inadvertance. Une fois cette opération effectuée, il est facile de comprendre l'enchaînement des événements. Arrivé sur la rampe de mise à l'eau, le conducteur a appuyé sur le bouton Stop Start avant de mettre le sélecteur de vitesse en mode parking. Il n'a donc reçu aucune alerte et la réactivation du mode automatique n'a pu se faire puisque l'auto était éteinte, comme l'explique le manuel du conducteur. Cet accident démontre que si un système n'est pas idiot-proof, comme le disent les techniciens,
Ceci sans condescendance ou sans dédain, hein, c'est juste un terme technique. Il est certain que cela débouchera sur un problème. Pour d'autres marques, voire presque toutes les marques présentes sur le marché, le problème est identique. La voiture électrique présente des dangers liés à une mauvaise utilisation et au changement d'habitude. On avait déjà rencontré le même problème avec les voitures à boîte automatique, mais à l'époque de leur introduction, la solution avait été simple à trouver. En effet, impossible de couper le moteur ou de retirer la clé si la position de parking n'est pas enclenchée. Pour la voiture électrique, si on ne regarde pas le tableau de bord, on ne remarque aucune différence, que le contact soit mis ou pas. Et ceci est valable également pour les hybrides. Pour résoudre cette faille, il est nécessaire de simplifier les procédures d'utilisation et de rendre le système intuitif. Premièrement, la désactivation du frein de parking automatique ne devrait pas être possible simplement. Cette désactivation est nécessaire dans des cas rares comme le remorquage ou un entretien. Il faut donc que cela soit codifié dans une fonction d'entretien et uniquement en utilisant des commandes différentes de celles qu'utilise généralement le conducteur. Deuxièmement, la voiture devrait réagir automatiquement à la sortie du conducteur. Sitôt la porte ouverte, le mode parking devrait s'activer tout seul, quoi qu'il arrive. Enfin, supprimer le bouton Stop Start est une évidence sur une électrique. L'ouverture de la porte ou l'absence du conducteur sur le siège devrait automatiquement interdire de passer en mode de conduite. Ce que je viens de vous décrire, c'est ce qui se passe dans une Tesla, mais aussi dans une Lucid ou un Rivian. À aucun moment, ce qui est arrivé sur la Toyota ne peut se produire sur ces autos. La voiture étant toujours allumée au minimum en veille, elle est donc capable d'agir sur les systèmes de sécurité. Activer le frein à main se fait simplement manuellement en passant en mode parking ou automatiquement lorsque le conducteur ouvre sa porte ou quitte son siège. La désactivation pour remorquage ou entretien ne peut se faire que depuis la tablette et en suivant une procédure bien précise, plus complexe que l'appui long sur un bouton. Trop de commandes, trop de boutons, trop de complexité d'utilisation conduisent forcément à des soucis, parfois bénins mais aussi parfois graves. Une notice d'utilisation alambiquée et peu claire donne aussi le même résultat. Lorsque l'on voit la différence entre la notice d'une Tesla Model Y et celle de la Toyota, on comprend beaucoup de choses. Là où il faut lire, réfléchir et se concentrer pour comprendre ce que veut dire le texte, un simple dessin et 2 tout petits paragraphes d'explication suffisent à éclaircir l'usage du système sur la Tesla. On le voit bien avec cet exemple, concevoir une voiture électrique sans tenir compte de ses spécificités d'usage conduit à une expérience utilisateur dégradée et à des dangers potentiels. Le changement d'habitude est un vecteur potentiel d'insécurité, et lorsque le constructeur n'a pas pris la peine de réfléchir à cela, on se retrouve avec certaines habitudes héritées d'anciens usages qui sont problématiques. Ce qui fait le succès de Tesla, c'est aussi cette capacité à prendre en charge des changements d'habitude en automatisant un maximum de choses pour éviter les fausses manœuvres. Attention toutefois, cela a aussi un effet pervers parfois. Imaginez repasser à une auto conçue à l'ancienne où tout est manuel, il faut alors penser à toutes ces choses qu'on ne fait plus sur une Tesla. Couper le contact, mettre le frein à main ou simplement verrouiller le véhicule. Et à la conduite, c'est pareil. Une Tesla nous aide au quotidien, avec un suivi des lignes et des alertes lorsque l'autopilote est allumé ou pas. Le freinage d'urgence autonome ou simplement le fait d'allumer ses feux à la nuit tombante est automatique. Ne riez pas, un nombre d'autos ne sont pas encore équipés d'allumage automatique de feu. Et il n'est pas rare d'en voir une sans lumière en ville. L'éclairage public et l'illumination permanente du tableau de bord conduit à l'oublier. J'en ai moi-même fait l'expérience avec mes Citroën CX dont le tableau de bord s'allumait en même temps que le contact. Pour finir cette vidéo, je vous invite à aller voir une petite vidéo humoristique d'Alex Guberman sur sa chaîne E4 Electric. Humoristique certes, mais elle fait réfléchir. Et puis attention, il y a des choses dedans qu'il ne faut pas faire soi-même, hein. Dans tous les cas, mon conseil du jour est restez concentré sur ce que vous faites en utilisant une voiture, quelle qu'elle soit. Le constructeur peut avoir des responsabilités dans la manière dont il conçoit ses autos. C'est pourtant vous qui les utilisez et qui êtes responsable in fine d'un mauvais usage. Arrêtons de rejeter les fautes dont nous sommes responsables sur des machines ou des entreprises, fussent-elles innovantes ou dérangeantes pour l'ordre établi. Il est bien plus responsable de remonter des informations au constructeur lorsqu'on rencontre un de ces points mal conçus que de se défausser comme le font trop de conducteurs défaillants. On se rappellera certaines affaires célèbres. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.